kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il est un des avocats, du pool d'avocats d'Ousmane Sonko, le président de PASTEF, Said Larifou, c'est un nom. Maître Larifou, c'est un plaisir de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir ici sur votre plateau. Oui, Maître Larifou, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un avocat réunionnais inscrit au barreau de Moroni, aux Comores, mais d'abord anciennement, vous avez été au barreau de Saint-Pierre et Paris. Maître, le colonel Azali Assoumani, vous connaissez? Oui, parce que il est arrivé au pouvoir par un coup d'État, pour la première fois, et puis il s'est maintenu par la terreur. Aux Comores? Aux Comores, oui. Parce qu'il est l'auteur de 36, écoutez bien, de 36 assassinats. Oui, 36 personnes ont été assassinées entre 2016, date à laquelle il est revenu au pouvoir, jusqu'en 2022. Pour les Comores, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est la première fois qu'un dirigeant comorien soit responsable de tant d'assassinats et d'emprisonnement politique. Alors, bon, donc, oui. Étant un acteur non seulement judiciaire, mais un acteur politique des Comores, je ne pouvais ne pas connaître M. Azali Assoumani, et d'autant plus que j'étais le porte-parole des Assises nationales. Oui, vous êtes un homme politique également. Voilà, je suis un homme politique. Oui, président d'un mouvement. Tout à fait. Oui. Du RIDIA, Rassemblement pour une initiative de développement avec une jeunesse avertie, qui est devenue PACTEF, Patriote africain des Comores, pour l'éthique, le travail et la fraternité. Le lien avec Ousmane Sonko, on y reviendra tout au long de cette émission, mais justement des étapes dans votre parcours pour vous faire connaître par l'opinion. Oui, le colonel Assoumani a été le premier qui a orchestré votre arrestation. C'était en perspective des élections de 2002 pour motif d'atteinte à la sécurité de l'État. C'était la première arrestation dont vous avez été victime. La première arrestation, le premier emprisonnement sous le régime d'Azali Assoumani. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que j'étais contre une mesure sociale augmentation des prix. Voilà, qui réprimait les plus pauvres, les démunis, les plus démunis, puisqu'il était question à l'époque d'augmenter le prix du riz populaire pour financer une université. Bon, donc j'ai demandé à ce que cette mesure injuste, qui frappait principalement les plus démunis des Comoriens, soit annulée, et Azali a refusé. Donc j'ai mobilisé les Comoriens pour demander la suppression de cette mesure. Ça m'a valu effectivement cette accusation de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Bon, mais ça c'est le propre des accusations des régimes totalitaires, dictatoriaux. C'est d'accuser leurs adversaires, puisque pour eux, l'adversité ou bien les propos contraires ou bien opposés aux leurs constitue toujours une atteinte à la sûreté de l'État. Donc ça m'a valu arrestation et puis emprisonnement. Arrestation, emprisonnement, mais ce n'était que la première. Une autre interpellation, c'était en 2009, motif incitation à la haine également. Oui, tout à fait, parce qu'il y avait un autre président également. Cette fois, ce n'était pas Azali, mais c'est un autre président qui voulait prolonger son mandat. Et j'étais parmi ceux qui avaient mobilisé l'Afrique tout entière pour dire non. Donc au moment où je m'apprêtais à prendre l'avion, j'ai été interpellé violemment à l'aéroport, strangulation, admission à l'hôpital. Bon donc, voilà. Bon donc la troisième fois, c'était en 2019. Voilà, 2019. Oui.
alors que Azali Assoumani venait de commettre un deuxième coup d'État, mais cette fois c'est un coup d'État électoral. Avec d'autres amis, on a mobilisé les 11 candidats les 11 personnes qui avaient candidaté à cette élection présidentielle de 2019 pour dire que non, ce n'est plus possible en 2019 qu'une personne qui détient le pouvoir puisse détourner l'expression populaire pour faire un forcing, puisque lors d'une émission dans une télévision française, il avait fait la déclaration suivante pour dire qu'il n'y aura pas un second tour aux Comores parce qu'on n'a pas le moyen d'organiser un second tour, qu'il n'y aura qu'un seul tour, effectivement. Oui. C'est ce qu'il a fait. J'ai mobilisé, et nous nous sommes mobilisés, les 11 candidats, pour dire non à ce coup d'État électoral. Bon, Là, c'était en 2019. 2019. Oui, mais je vais m'arrêter sur un épisode. Le 6 juin 2010. Ça vous rappelle cette violente agression dont vous avez été victime à l'aéroport et qui vous a conduit à l'hôpital El Marouf de Moroni. Oui. Ça également, c'est une séquence extrêmement importante et violente parce qu'effectivement, il y avait un président, Sambi, à l'époque, c'est Mohamed Sambi, qui voulait prolonger son mandat. J'avais mobilisé les acteurs politiques comoriens. Nous sommes déplacés dans pas mal de pays africains, à Addis Abeba et puis en Tanzanie. Et au moment où je m'apprêtais à prendre l'avion pour me rendre à mon cabinet à l'île de la Réunion, j'étais interpellé sans aucun motif légitime à l'aéroport. Il s'en est suivi cette violence, à savoir précisément, il s'agissait d'une strangulation. Bon, j'étais admis à l'hôpital, Dieu merci, je suis là, je suis encore vivant. Oui, encore là, mais pas aux Comores. Oui, encore là, mais c'est comme si je suis à Paris. Comores. Oui, non, mais à Paris, pourquoi? Parce que suite aux violences, je dirais même une tentative d'assassinat, en 2019, puisque j'ai reçu une balle en caoutchouc dans ma cuisse gauche. J'étais admis dans une clinique privée aux Comores. Il y a une intervention localisée pour extraire un corps étranger. Heureusement, il y avait pas... Il y a une évacuation, oui. C'était pas une évacuation, mais c'était un déplacement tout à fait approprié, puisqu'il fallait subir des soins complémentaires pour me rassurer qu'il n'y avait pas un corps étranger qui était localisé dans ma cuisse. Bon, heureusement, ça va. Je garde encore les séquelles. Mais bon, l'essentiel, je suis là, quoi. Oui, exilé. Je suis exilé. Mon cabinet est à Moroni, capitale des Comores. Oui. J'ai un cabinet qui est là depuis X temps. Ça fait plus de 4 ans que je n'ai pas mis mes pieds à mon cabinet. Et que, là, vous êtes présentement à Paris. Je suis à Paris, je suis un peu partout, en exil, effectivement, puisque dans les conditions d'insécurité qui prévaut en ce moment aux Comores, il est difficile pour quelqu'un qui a une position de rupture par rapport à ce que fait Azali sur place de s'y rendre, puisque les conditions de sécurité ne sont pas du tout réunies. Je suis très bien placé pour le vivre. Je ne dis pas, mais je le vis. Puisque lorsque vous êtes il y a un attentat sur votre personne et que vous vous en sortez vivant, il faut continuer à prier et remercier le Tout-Puissant. Maître Larifou, il y a de cela une dizaine d'années, Gorée Institute déjà alerté sur l'émergence de plus en plus de gouvernements et de pouvoirs autoritaires. Sommes-nous en train de vivre ou au cœur justement de cette problématique au regard de la pratique de ces gouvernements en cours en Afrique? Je peux vous dire que ça ne fait pas 10 ans seulement. Oui. J'étais 2 fois au deuxième tour d'une élection présidentielle. 2 fois au deuxième tour d'une élection présidentielle. Donc je sais ce que c'est la dictature, puisque je le vis en permanence. Je fais la prison injustement, sans motif légitime. J'ai été 2 fois au deuxième tour, j'ai gagné 2 fois 2 élections, 2 fois. Et pourquoi n'avez-vous pas saisi les tribunaux? Quels tribunaux? Oui, sur place, aux Comores par exemple. Les tribunaux sont sur commande, ils travaillent sur commande. Les magistrats ne sont pas indépendants. Il y a certains pays qui font encore l'exception, qui font l'exception en Afrique. Mais la plupart des tribunaux dans les pays africains, moi je parle des Comores particulièrement, les magistrats ne sont pas indépendants. Ils ne sont pas du tout indépendants. Toutes les structures électorales
sont entre les mains du pouvoir. C'est une réalité. L'une des élections auxquelles j'avais gagné, j'ai rédigé mon discours de victoire. Un ami journaliste m'a dit, écoutez, vous avez le choix, soit faire descendre vos militants dans les rues de Moroni pour arracher leur victoire, auquel cas il faudrait psychologiquement vous préparer à avoir du sang, ou bien comme vous êtes jeune, il faut attendre le prochain tour. Effectivement, j'ai attendu le prochain tour, c'était pareil. J'étais le vice-président de M. Fazul, puisque chez nous, à l'époque, un président devait être entouré par 3 vice-présidents. Bon, donc notre ticket était le ticket gagnant. Nous l'avons remporté, les élections. Et cette fois, j'étais prêt, effectivement, à aller à l'affrontement. Mais le titulaire du poste, Fazul, a dit que non. Moi, je ne suis pas prêt à avoir du sang autour de moi. Et il faut le laisser faire. Alors, vous avez parlé de tribunaux, vous avez parlé d'audience. Vous nous revenez de Ziguinchor pour dire à nos invités que vous êtes justement un des avocats de Ousmane Sonko. Vous avez assisté à la dernière audience, je vous parlais de l'audience de Ziguinchor. Oui, le verdict est tombé. Ousmane Sonko est autorisé à se réinscrire sur les listes électorales. La radiation a été cassée par le juge Faye. Oui, avec le recul, comment apprécier ce moment? Est-ce un temps fort, naturel en démocratie? Quelle appréciation? Écoutez, celui qui vous parle est un avocat et panafricain convaincu. Je sais que pour redresser l'image de notre continent, qui en ce moment, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé plus de 10 ans, que on sent qu'il y a un recul démocratique très inquiétant, en tout cas qui préoccupe les acteurs politiques et puis nos partenaires. Nous avons encore du chemin à faire pour rétablir l'ordre démocratique sur le continent africain. Il y a encore du travail, mais vraiment du travail. Avez-vous l'impression, en entrant dans la salle d'audience, oui, que le procès est gagné? Non, moi je suis un habitué des procès politiques. Dans un passé récent, j'étais l'avocat de l'État comorien à la cour d'assises de Paris dans l'affaire d'assassinat du président Ahmed Abdallah contre Bob Denard. Oui. Vous voyez, j'étais aussi l'avocat du président comorien Johar qui a été destitué par Bob Denard et puis déporté à l'île de la Réunion. J'étais l'avocat du président Johar. Donc je suis habitué à ce genre de procès. Lorsque vous rentrez dans une salle d'audience, même si le résultat vous paraît évident, c'est jamais gagné d'avance. C'est un travail de conviction. Vous l'avez vécu du début à la fin? Du début à la fin. Avec intensité, comment? Avec intensité, avec des incidents, avec des drames également. Et donc un procès, surtout politique, n'est gagné d'avance, puisqu'il y a des enjeux énormes et colossaux. Celui de Ziguinchor? Celui de Ziguinchor, mais l'enjeu, les enjeux sont colossaux, puisqu'il est question pour un pays comme le Sénégal de rétablir sa respectabilité. Vous voyez, c'est très 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 important. Bon, vous êtes peut-être ici au Sénégal en permanence, donc vous ne vous rendez pas compte de la portée internationale de ce qui se passe ici. Je ne parle pas seulement de ce qui s'est passé à Ziguinchor hier, mais je pense de tout ce qui se passe. Depuis 2021, le Sénégal attire les regards de tous les pays africains. Pourquoi? Parce que c'est le Sénégal, c'est un pays inspirant. C'est un pays inspirant, c'est un pays qui attire le regard. C'est un pays, et comme d'autres en Afrique de l'Ouest, qui ont poussé les autres à arracher leur indépendance. Ça, il ne faut pas l'oublier. Tout est parti d'ici, au fait, en Afrique de l'Ouest. Et puis les autres régions d'Afrique se sont effectivement retrouvées dans cette revendication pour la respectabilité et puis pour la dignité des peuples d'Afrique. Bon, donc ce qui se passe ici, que ce soit au Mali, à Bamako, que ce soit en Guinée-Conakry, que ce soit ce qui se passe aussi en Burkina Faso,
Ben, tout le monde en parle. Bon, donc, lorsque vous rentrez dans une salle d'audience comme celle de Ziguinchor et que vous voyez des femmes et puis des enfants dans les rues de Ziguinchor pour demander une chose: respectez notre dignité, rétablissez la dignité du peuple sénégalais. Nous voulons nous exprimer librement et choisir librement notre président, sans entrave aucune. Mais c'est fort. Et à partir de là, il y a une responsabilité qui repose non seulement sur vos épaules en tant qu'avocat, mais tous les acteurs, que ce soit les avocats de l'État qui étaient présents, les agents de l'État également qui étaient présents, et puis le magistrat. C'est un rendez-vous pour l'histoire. Nous l'avons vécu comme ça. Et c'est ainsi que les choses ont été vécues pour tous les acteurs qui étaient présents hier. De part et d'autre. De part et d'autre. Oui, c'était un rendez-vous. Oui. C'était un rendez-vous avec l'histoire. Vous voyez? Et il y a une dynamique. Il y a des gens qui sous-estiment ce qui se passe en Afrique. Mais il y a une dynamique de récomposition, vous voyez, des règles en Afrique. Oui. Et le Sénégal, je peux dire qu'il y a des tiraillements, puisque c'est comme ça. Parce normal. Non, mais ça c'est normal. Il y a un tiraillement, mais le tiraillement qui existe, qui vont exister, et c'est tant mieux. Mais les tiraillements doivent reposer sur des règles. Mais ces règles... Et la violation de ces règles... La police, justement, de cette audience a été incarnée par un juge. Il a été question de récusation à un moment donné de l'audience. Comment l'avez-vous vécu, cet épisode? Bon, moi, je suis habitué, en tant qu'avocat de la défense, puisque je suis souvent du côté de la défense, j'ai l'habitude de... Enfin, l'habitude, il m'arrive, lorsque les motifs me semblent tout à fait légitimes et crédibles, de soulever ce genre d'arguments. Mais il y a la forme aussi. Vous voyez, ce qui fait l'élégance et la beauté d'une audience, c'est lorsqu'on respecte les règles. Et si les règles ne sont pas respectées, ça veut dire tout simplement qu'il y a une forme de mépris. Vous voyez? En quoi les règles n'étaient pas respectées? Bon, parce que lorsqu'il y a une récusation, il y a une récusation, vous savez que c'est un tribunal d'instance, ou bien de première instance, et que c'est un juge unique. Et tout le monde sait qui c'est le magistrat qui va statuer, tout le monde le savait. C'est l'antériorité qui aurait pu expliquer, ça a dit déposer l'accusation à temps. Il y a une forme. Bon, j'ai pas dit forcément que le motif de récusation était légitime ou non, mais il y a la forme quand même. Plus vous respectez la forme, et plus vous donnez crédit aussi, non seulement à vos fonctions, à votre posture, mais aussi vous donnez crédit aussi à votre argument. Oui, de toute façon, l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais, a publié un communiqué dans lequel il demande le respect de l'autorité judiciaire, notamment le respect du magistrat en question. Tout à l'heure, lorsque je vous parle du vent de changement, pas seulement au niveau politique, mais du vent de changement, c'est-à-dire qu'il y a une convergence en Afrique en ce moment, il y a une convergence des consciences, comme quoi il est temps que ça change en Afrique. Je connais des magistrats à Madagascar, aux Comores, et puis même à Burkina Faso, des magistrats qui ont appelé, ce ne sont même pas des politiques qui ont appelé, des magistrats étrangers qui ont appelé pour saluer ce qui s'est passé hier. Donc il ne faut pas se sous-estimer. En quoi c'est spécifique ce qui s'est passé hier? Non, parce que il y a des gens qui ne comprennent pas que l'Africain souhaiterait accéder à des valeurs qui sont universelles, qui n'ont vraiment aucune frontière. C'est cette valeur, lorsque vous avez des fonctions extrêmement importantes, comme celle des magistrats, que vous soyez respectés. Puisqu'ils savent qu'ils détiennent un élément fondamental pour la paix civile. Puisque la décision qui est rendue au nom d'un peuple, que ce soit Sénégal, puisqu'on est au Sénégal, tout le monde doit se conformer à cette décision. Ils ont un pouvoir, ils ont besoin que leur pouvoir judiciaire soit respecté. Qu'il n'y ait plus d'interférence, vous voyez.
Pour vous lire textuellement ce que l'UMS déclare, l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais, condamne vigoureusement les attaques contenues dans le communiqué donc, de l'agence judiciaire de l'État et visant un juge qui a rendu une décision dans le sens qu'il croit conforme à la loi. L'UMS demande aux différents acteurs d'incarner la sérénité. Là également, je pense que c'est quand même une mesure importante, surtout en démocratie. Si une partie a une procédure juridique, quel que soit son statut, estime que ses intérêts sont lésés, oui, libre à lui d'exercer les voies de recours prévues par la loi et laisser la juridiction compétente statuer. C'est ce que nous avons fait lorsque notre client a été radié sur les listes électorales. Pour nous, il s'agissait d'une mesure arbitraire. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons saisi la juridiction compétente. Et en fin de compte, l'URMS invite les parties de tous bords à se plier à ses principes et à faire preuve de courtoisie et de délicatesse dans le traitement des affaires juridiques. Tout à fait. Je pense que c'est un bon rappel. Et en tout cas, nous, du côté de la défense de M. Ousmane Sonko, pour nous conformer à l'état d'esprit de notre client, puisqu'après tout, nous défendons quelqu'un, son état d'esprit, c'est de respecter les institutions de ce grand pays. Puisque je tiens quand même, les gens ont tendance à oublier qu'Ousmane Sonko, il a fait l'objet de plusieurs procédures. Et très peu de gens ont vécu ce qu'il est en train de vivre, n'est-ce pas? Il y a eu cette enquête du dossier criminel qui a été ouvert contre lui. Il a répondu à toutes les convocations. Il a été confronté dignement, il a accepté, il a été confronté à la personne qu'il accusait des faits extrêmement graves. Il y a quand même des convocations auxquelles lui-même il a décidé de ne pas répondre. Mais il y a des raisons. Oui. Lorsque vous êtes un citoyen sénégalais, on vient barricader chez vous des mois sans aucun motif légitime, du moins notifié, n'est-ce pas? Et vous ne pouvez pas sortir chez vous librement. C'est pas facile. Et lorsque vous acceptez, puisqu'il n'y a aucune raison pour vous de ne pas accepter, de ne pas répondre aux convocations, vous comparaissez devant le tribunal correctionnel, il s'en est suivi des violences d'État contre vous, des violences d'État contre vous, et que vous êtes admis à l'hôpital, votre propre médecin, c'est lui-même qui vous examine, fasse l'objet des mesures injustifiées, se fasse arrêter, parce qu'il a eu le courage, enfin c'est même pas le courage, il a respecté son devoir de médecin de vous examiner. Il établit un certificat médical, le certificat devient suspect. Et à partir de là, vous vous posez la question, est-ce que ça vaut le coup ou non de répartir au palais et me faire gazer à nouveau? Et lorsque vous produisez un certificat médical pour dire que notre client ne peut pas comparaître pour des raisons médicales, on passe outre. Et qu'on le juge à son absence et à l'absence des avocats. Vous voyez? Bon, donc, lorsqu'on dit qu'il n'a pas comparu, je pense qu'il faut revenir sur l'historique. Quelle en est la signification? Au-delà de la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales, quelle est la signification de cette décision pour vous, avocat? Bon, la signification, je ne vais pas interpréter, moi je vais tout simplement dire ce que le magistrat a dit. Oui. Que, ben, écoutez, je demande, enfin, nous demandons, nous, le tribunal, demandons aux services concernés, compétents, de rétablir les droits de M. Ousmane Sonko. Le service ici, c'est la DGE, la Direction générale des élections. Ben voilà. Nous, on estime comme quoi le droit de M. Ousmane Sonko doit être rétabli immédiatement. N'est-ce pas? Doit être rétabli immédiatement, puisqu'il n'y a aucune raison à ce que M. Ousmane Sonko soit privé de ses droits politiques. Et c'est pour cette raison que nous sommes allés devant le tribunal de première instance de Ziguinchor. Voilà, parce que nous estimons qu'il est tout à fait normal que chaque citoyen sénégalais puisse candidater et que les Sénégalais soient libres de choisir leur futur 5e président, le 5e, librement, sans entrave aucune. Bon, ça c'est un premier point, mais moi je suis aussi politique. Et je suis très attaché à certaines valeurs.
de paix et de tolérance. Autant nous sommes très contents de cette décision qui a été rendue, mais nous sommes aussi très inquiets par rapport à certains discours qui sont prononcés. Je pense que cette décision arrive au bon moment. La décision rendue hier, puisqu'elle a été rendue au nom du peuple sénégalais. Donc, je pense que personne ne peut dire qu'une telle partie a perdu et puis une autre partie des Sénégalais a gagné. Non, il n'y a que le peuple sénégalais qui a gagné, puisque cette décision est rendue au nom du peuple sénégalais. Donc, cette décision peut être un motif de rapprochement, vous voyez, des cœurs, un rapprochement aussi de volonté, et peut-être aussi rapprochement des consciences positives. Et moi, je suis parmi ceux qui pensent que le Sénégal dispose, et pour longtemps, Dieu merci, un vivier des gens tolérants. Et il faut puiser, justement, dans ce vivier pour que l'esprit modérateur, l'esprit tolérance incarné par la majorité des Sénégalais ressurgisse. Qu'est-ce qui vous fait lancer cet appel? C'est justement l'importance des enjeux en question, la gravité de la situation. Vous avez tâté le pouls pour retenir quoi comme... Non, moi je dis ça, oui. Pourquoi? Parce que je suis africain. Oui. Vous voyez, j'ai demandé aux membres de mon parti, qui s'appelle le Rassemblement pour une initiative de développement avec une jeunesse avertie, de changer de nom. Patriote africain des Comores, pour l'éthique, le travail et la fraternité. Vous voyez ce qui change? Ici, c'est PASTEF. Oui. Là-bas, chez nous, c'est PACTEF. Et avec d'autres frères africains qui sont aussi leaders, présidents des partis politiques africains, au Niger, au Mali, en Côte d'Ivoire, à Madagascar, à l'île Maurice, au Mali, d'autres pays également. Nous sommes 15 pour l'instant, présidents des partis. Ensemble, nous avons créé une conférence de présidents africains. Nous avons PASTEF Africa. Désormais, c'est la déclinaison d'une idéologie. Voilà. Oui. Qui reposerait sur quel idéal? L'idéal africain, comme quoi il faut que ce vent de changement qui souffle en Afrique soit incarné par un discours. Oui. Soit incarné par un discours, soit incarné par une volonté de bâtir notre continent sur la valeur de responsabilité. Il faut que l'Africain devienne davantage responsable. Donc nous avons l'occasion, bientôt le Sénégal va rentrer en pleine période de campagne électorale. Donc nous voulons que le Sénégal soit à nouveau au rendez-vous africain. Vous voyez, que les autres pays africains s'inspirent des débats, puisque, si je ne me trompe pas, puisque je suis un observateur, nous voulons... Il est en cours le débat. Voilà, ben nous voulons... Vous faites partie des acteurs de ce débat. Ben voilà, donc, pour laquelle vous êtes là. Voilà, bon donc nous voulons que le Sénégal soit aussi, encore et longtemps, l'exemple d'un débat démocratique et puis de tolérance en Afrique. Et c'est pour cette raison que ce qui va se passer ici dans les prochaines semaines, prochains mois, est déterminant pour l'Afrique. Vous voyez, nous avons besoin des pays qui inspirent d'autres pays africains pour aller de l'avant, puisqu'il y a un chamboulement géopolitique mondial et l'Afrique doit avoir son mot. Pour que l'Afrique puisse avoir son mot, il faut des leaders. Oui. Il faut des leaders, il faut des dirigeants qui ont le caractère, il faut qu'il y ait des dirigeants qui croient qu'il est possible de doter à notre continent une autre vision qui repose, je le disais tout à l'heure, sur la respectabilité, sur la responsabilité de l'homme africain. Est-ce que cela devrait justement s'inscrire dans la continuité ou dans une rupture profonde, pour ne pas parler de transformation radicale? Michel Larifou, avocat d'Ousmane Sonko, dites-nous, aujourd'hui que oui, l'audience de Ziguinchor est bouclée, le verdict est connu, oui, la partie civile compte introduire un appel à la Cour suprême.
Je ne pense pas que les Sénégalais ont besoin d'un combat judiciaire. Et lorsque la décision elle est rendue au nom du peuple sénégalais, il n'est pas rendu contre un clan. Et ça, c'est des interprétations. Non, non, aujourd'hui, non. la réalité, elle est là. Non, non, mais la réalité, c'est... Oui, l'intention d'introduire un Tout à fait. Mais la réalité, elle est incarnée par les hommes, des hommes qui doivent aussi avoir conscience comme quoi ils ont une responsabilité. Lorsque vous menez des actions politiques et que ces actions politiques génèrent autant de morts, autant de pertes des biens matériels, que ce soit de l'État ou bien des privés, lorsque vous menez des actions politiques et que ces actions politiques génèrent aussi une déstabilisation de votre pays, qui fait perdre à votre pays sa crédibilité internationale. Vous voyez, lorsque le Sénégal, qui a l'habitude de siéger à la Commission des droits de l'homme à Genève, et que sa place est remise en cause, j'espère pas pour longtemps. Et ce problème vient du fait qu'il y a des actions politiques. Je ne suis pas là pour dire un tel est responsable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des actions politiques ou bien une démarche politique ou bien une politique qui a été mise en place qui a entraîné la perte des vies humaines. Il y a quand même des dizaines de Sénégalais qui ont été assassinés. N'est-ce pas? Il y a des dizaines de Sénégalais qui sont blessés. Il y a un millier, pas moins de 1000 Sénégalais qui sont en prison pour des motifs politiques. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, donc, s'il y a un motif, une raison légitime de se retrouver autour de la table pour dire, bah, écoutez, après tout, nous avons une responsabilité qui est celle d'être à la hauteur de l'héritage démocratique légué par les pères fondateurs de ce pays, et qu'on est en train de perdre des points. Puisque vous savez, il y a des réalités qui sont objectives. Ce qui se passe au Sénégal, à Ziguinchor, à 23h40, partout dans le monde, les gens étaient braqués. Ah oui. Donc vous ne pouvez pas... Et vous avez eu des réactions? Bien sûr, j'ai eu des réactions de joie, pas seulement des Sénégalais, qui sont les premiers concernés, mais il y a des réactions de joie un peu partout en Afrique. Mais au-delà de ça, il faut savoir dépasser les clivages politiques lorsque vous voyez qu'il y a des enjeux qui dépassent Ousmane Sonko et les enjeux aussi qui dépassent ceux qui sont au pouvoir actuellement, puisqu'il s'agit d'un pays. Moi, je l'ai dit haut et fort puisque je suis panafricain. Je suis le président de la conférence des présidents des partis panafricains. Donc, j'ai une vision qui dépasse même mon pays d'origine, les Comores. N'est-ce pas? Et lorsque je suis ici au Sénégal, je suis chez moi également, puisque je me sens concerné de ce qui se passe ici. Je l'ai dit hier même en plaidant, et je l'ai dit ici sur ce plateau également, que vous avez un beau pays qui inspire d'autres pays africains. Alors, oui, donc, vous êtes contre la judiciarisation des dossiers politiques? Non, non, je suis contre la judiciarisation des débats politiques. C'est différent. Oui. Un homme politique qui a commis un crime ou bien un délit, il répondra. Dans le cas d'espèce, et justement à l'étape actuelle de la procédure, oui. Bon, écoutez, si le pouvoir estime qu'il est de leur devoir de faire un recours, nous le regretterons. Mais nous serons présents pour défendre les intérêts de notre client. Nous serons présents aussi pour défendre la dignité des millions de Sénégalais qui veulent choisir librement leur candidat, n'est-ce pas? Bon, donc, ça sera avec regret, mais nous serons présents, avec détermination et fermeté pour défendre le droit, rien que le droit, n'est-ce pas? Bon, mais nous le regretterons, nous estimons que ça sera un gâchis. Et ce pays, je pense, n'a pas besoin de ça, ce pays a besoin d'une vision politique, et non pas d'un débat judiciaire. Lorsqu'à la sortie de l'audience hier, on m'a dit quelle est la prochaine étape judiciaire? J'ai dit non, on n'a pas de rendez-vous judiciaire. Le prochain rendez-vous des Sénégalais, c'est un rendez-vous politique. Ils ont besoin que les hommes politiques sénégalais se retrouvent autour d'un plateau comme celui-là. Le débat, c'est un projet... Oui, mais il faut d'abord s'inscrire sur les listes électorales. C'était ça l'objet, non? Oui, c'était l'objet. Notre client va s'inscrire, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que... moi, j'ai eu le privilège d'avoir vécu et d'avoir partagé des choses, des discussions avec mon client. Oui. Ousmane Sonko. Oui. Et dans quel état d'esprit il est? Non. Avec justement ce vous savez, il y a beaucoup de Sénégalais, je ne sais pas, hein, bon, je l'ai dit avec beaucoup plus de réserve, mais je pense qu'il y a peut-être ce qui est possible, hein, puisque les gens souvent méconnaissent les hommes politiques.
la population. Mais moi, je peux me permettre de dire que Ousmane Sonko, c'est pas quelqu'un qui est très attaché au pouvoir. Vous voyez, il n'est pas très attaché aux biens matériels non plus. C'est quelqu'un qui porte un idéal. Il pense qu'il est possible que l'Afrique puisse se prendre en charge sans être en conflit avec contre qui que ce soit. Vous voyez? Bon, donc, je pense que ce qui l'intéresse le plus, c'est que le Sénégal se retrouve. C'est ce qui l'anime. Et puis après, question de parrainage, question de l'élection, bien sûr qu'il est leader d'un parti politique, bien sûr qu'il est leader d'un courant, bien sûr qu'il y a des millions de Sénégalais qui souhaiteraient qu'il soit candidat. Des millions de Sénégalais. Il faut que... C'est une réalité. Vous voyez? Ceux qui souhaiteraient l'écarter de la compétition à venir, ce sont des gens qui sont dans les dénis. Vous savez, le déni démocratique est source de frustration, voire même de colère. Vous voyez? Et je pense que ce beau pays, ce grand pays qui nous inspire, n'a pas besoin de ça. Et nous, en Afrique, on n'a pas besoin de ça. C'est pour cette raison qu'on est très attachés. Moi, je suis là, je suis en train de le dire, mais je suis sûr que d'autres présidents des partis politiques africains qui envisagent de venir ici au Sénégal auront l'occasion de le dire. Que nous ne pouvons pas, nous allons contribuer pour que les élections à venir au Sénégal se passent librement. Sans exclusion. Voilà, que les élections soient inclusives et que les élections soient libres et démocratiques, puisque nous, les autres pays africains, on a besoin aussi que les élections dans nos pays respectifs se passent de la même manière. Donc, il y a des pays qui sont comme ça, qui sont inspirants, tant mieux pour vous. Vous voyez, oui, tant mieux pour vous. En attendant, le débat, il est là, comme vous le dites. Oui. Aujourd'hui, il y a eu une audience, qui s'est déroulée à Ziguinchor. Le verdict, il est connu. Vous avez, au-delà de cette audience, il y a d'autres qui vous attendent, notamment au niveau de la CEDEAO. Oui, oui. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et quel est l'enjeu principal? Bon, l'enjeu principal, c'est que les droits de M. Ousmane Sonko soient rétablis. Tous ces droits, vous voyez. Et devant la CEDEAO, nous avons parlé de façon objective. C'est des faits précis, hein, objectifs, qui n'agressent personne, en fait. Lorsque nous déposons des requêtes, nous n'agressons personne. Nous faisons que faire... soulever et puis demander que le droit de notre client. On est dans les phases d'échange, des conclusions, des écritures. Donc l'audience est en cours, voilà. Et le verdict est attendu pour quand? Non, on ne sait pas pour l'instant, mais il y a une procédure d'urgence. On ose espérer que dans les prochaines semaines, on sera convoqué pour défendre les droits de M. Ousmane Sonko. Mais au-delà, je le disais tout à l'heure, les droits de M. Ousmane Sonko, mais c'est aussi le droit pour les millions de Sénégalais qui souhaiteraient que tous les Sénégalais qui estiment pouvoir se présenter aux élections soient laissés libres de se présenter, et puis c'est les Sénégalais qui décideront. Nous ne pouvons pas, et ça devient... En définitive, oui, le sens de ce combat judiciaire, en définitive, c'est quoi? Bon, vous savez, nous n'avons jamais, et Ousmane Sonko n'a jamais voulu saisir un tribunal quelconque. Il a été entraîné devant les tribunaux. Il a été entraîné devant les tribunaux. Mais il a toujours pensé que le débat est politique. Vous voyez, il y a eu des faux procès qui sont complètement injustifiés, voire même insultants, attentatoires à sa dignité, qui ont été engagés contre lui, puisque lorsque vous êtes accusé des faits extrêmement graves, c'est pour vous salir, c'est pour... moi, je sais de quoi il s'agit, vous savez. Bon, donc... il le fait, malgré cela, il garde sa dignité, cette hauteur de vue. Vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré. Dans quel état d'esprit? Vous avez discuté avec lui sur quoi? Et après le verdict, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, je ne l'ai pas eu après le verdict. Mais c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Qui prie beaucoup, 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 beaucoup. Et qui croit aussi que chaque pays a son destin. Et que si le Tout-Puissant veut que ce soit lui le président du Sénégal, personne ne peut empêcher à ce que la volonté de Dieu se manifeste. Vous voyez, vous pouvez tout faire, le salir, monter toutes les procédures que vous voulez. Il y a le Tout-Puissant qui décide. C'est pas l'homme. Bon, donc je pense qu'il est temps
que cette phase judiciaire prenne fin et qu'il y ait un vrai débat. Et que les sages de ce pays, puisque vous avez un vivier des sages, que les sages de ce pays reprennent leur mission et qu'ils appellent les enfants de ce pays autour de la table. Le temps de l'apaisement est arrivé. Vous voyez, je l'ai dit, je me répète, hein, c'est pas une victoire pour Ousmane Sonko, ni une victoire pour Pastef, de même que c'est pas un échec pour les agents de l'État qui étaient présents. C'est le Sénégal qui sort grandi de cette décision. Vous voyez ? Ce verdict est synonyme d'une bouffée d'oxygène pour la démocratie sénégalaise. Ah non, mais c'est une contribution précieuse pour la démocratie au Sénégal. Cette décision rétablit ce que beaucoup de gens pensaient que c'était perdu. Vous voyez ? Et ça, il faut saisir. Personne, je dis personne ne peut laisser cette situation pourrir. Il y a vous savez, c'est facile de démolir, mais rétablir une image pour une personne comme pour un pays, ça demande beaucoup de travail. Donc ce qui a été rendu hier, c'est une contribution, mais précieuse, pour rétablir l'ordre démocratique. Vous voyez, dans ce pays. Bon, donc il faut saisir cela. Je pense qu'il faut la passion doit être mise à l'écart de part et d'autre. Oui. Est-ce que vous y travaillez à l'interne, vous? Ah ben, moi, je suis l'avocat de M. Ousmane Sonko. Oui. Je vais y travailler dans l'intérêt de mon client, bien sûr, mais dans l'intérêt aussi de ce grand pays aussi, qui est le Sénégal, qui est notre pays aussi. Puisque je l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis président de la fédération, président de la conférence des présidents des partis panafricains. À ce titre, j'ai aussi une responsabilité, n'est-ce pas? Là, je suis là, mais je vais visiter d'autres pays aussi, où il y a des conflits, qu'il faut parler. Il faut... Non, et je disais tout à l'heure qu'il y a des magistrats, des jeunes magistrats particulièrement, qui m'ont envoyé des messages. Oui, au-delà de félicitations. Non, bon, à la rigueur. Des messages de quelle nature? De joie et d'adhésion à ce vent de changement. Puisqu'il faut les aider, c'est les jeunes magistrats. Enfin, les magistrats en général, il faut les aider. Il y a des magistrats qui sont dignes, il y a des magistrats qui sont indépendants, qui sont courageux. Donc, il faut leur tendre la main. Aussi, pour leur dire que, bah, écoutez, connaissant M. Ousmane Sonko, il arrive au pouvoir. Il n'y aura pas une chasse aux sorcières. Ça, j'en suis certain. Ah, vous en avez parlé? Non. Ça, je connais l'homme. Conviction. Non, c'est ma conviction. Oui. Connaissant l'homme, mon client, son état d'esprit, ce monsieur qui est devenu, pour l'Afrique, l'un des espoirs de l'Afrique, il ne porte pas la haine. A-t-il pris conscience des enjeux réels de son combat, Bien sûr. qu'il mène? Ah ben écoutez, si je suis là, alors qu'il y avait des avocats sénégalais, des brillants avocats sénégalais dans le dossier, s'il m'a demandé de venir apporter ma contribution, c'est qu'il le sent. Il sait que son combat dépasse les frontières du Sénégal. Alors, la preuve, oui. On a aujourd'hui Pastef Africa. Vous voyez? Puisqu'il fallait effectivement donner une réponse africaine par rapport à l'interdiction qui frappe le Pastef. Et qu'il fallait montrer qu'en Afrique, il y a des partis politiques et des leaders politiques qui défendent Pastef. Comment ce combat est-il géré au niveau africain et au niveau international? Il y a la SADIN, par exemple. Oui. La CEDEAO. Oui. Nous allons demander, le courrier partira peut-être demain, nous allons demander à la CEDEAO de venir sur place, s'enquérir, pour évaluer la situation. Laquelle? Celle d'Ousmane Sonko ou non, de l'état de la démocratie sénégalaise? L'état de la démocratie au Sénégal. Ah oui? Cette demande, nous la faisons. Ce sera l'objet d'une demande à la CEDEAO. À la CEDEAO. Oui. Et nous saisissons également le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Et ça sera envoyé également aux États-Unis.
Bon, ça c'est le travail que la conférence des présidents des partis africains nous engageons. Bon, donc de demander à ce qu'il y ait une démarche préventive, vous voyez, pour prévenir une situation qui peut être d'éventuels troubles. Voilà, d'éventuels troubles, puisque lorsque vous voyez autant de morts pour des raisons politiques, autant de prisonniers pour des raisons politiques, moi je vais bien qu'on me dise qu'il n'y a pas de problème, mais là il y a quand même des questions. Qui reposent sur des faits. Qui reposent sur des faits. Bon, donc là on n'est pas dans la spéculation. Il y a des réalités qui sont là. Dans le factuel. Vous voyez, il y a des réalités qui sont là. C'est pas parce que c'est mon client, c'est notre client, mais lorsque vous voyez quelqu'un qui est retenu chez lui, sans motif légitime, dûment notifié, pour lui permettre de savoir si c'est légitime ou non qu'il soit retenu chez lui. Bon, il y a un terme juridique à cela. C'est ce qu'on appelle la séquestration. Vous gardez quelqu'un contre sa volonté 1 heure de temps, 24 heures, 2 jours, ça a une qualification pénale. Vous voyez? La décision qui a été prise d'annoncer que la décision était définitive. J'étais choqué par le fait que dans ce dossier de M. Ousmane Sonko, président Ousmane Sonko, j'étais choqué de voir qu'il y a eu autant d'interventions des ministres dans des affaires judiciaires en cours, alors qu'il y a des procureurs qui est là, qui est habilité, qui est seul habilité à parler des dossiers en cours, vous voyez. Donc ça m'a un petit peu surpris. Et j'ai eu l'occasion de le dire d'ailleurs. J'ai eu l'occasion de le dire pour lui dire que, bah, écoutez, où est la séparation de pouvoir? Où est le respect de l'institution judiciaire? Vous voyez, là je ne m'initie pas dans les affaires internes du pays, mais je parle des dossiers qui ont des interventions qui ont un incident sur le dossier de mon client. Vous voyez, puisque lorsque je vois un ministre, qu'il soit de l'armée, qui est devenu ministre de l'Intérieur, que soit l'intervention du ministre de l'Intérieur de l'époque, ou bien le ministre des Affaires étrangères, qui s'immisce dans les affaires judiciaires en cours alors qu'il y a le procureur de la République, moi ça me trouble. Il y a désordre. Ben voilà, bon, donc il y a désordre et puis bon, il y a un malaise, quoi, vous voyez. Et il y a une interférence. Et ça, c'est pas bon. Bon, voilà. Oui. Bon, chacun a sa lecture. Moi, ce qui me choque, c'est que ce sont des ministres qui viennent sur les plateaux pour donner leur version dans un dossier où seul le procureur, à mon avis, alors, pour la suite, intervenir. pour rappeler que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Maître Larifou. Larifou fait partie du pool d'avocats du président de PASTEF, Ousmane Sonko. Alors, Maître Larifou, aujourd'hui, vous avez parlé de l'internationalisation du combat avec la saisine de la CEDEAO, de l'Union africaine. Mais de ce point de vue, oui, c'est ce qui vous lie à Ousmane Sonko, cet idéal panafricaniste, oui, qui vous lie. Oui, bon, effectivement, et cette relation politique qui me lie avec M. Ousmane Sonko, c'est une relation qui repose sur des valeurs et puis sur une vision africaine qui repose sur la responsabilité de l'homme africain. Je pense qu'il est temps pour nous de tirer les leçons de l'histoire traumatique de l'Afrique. Et puis ne pas accepter d'être prisonnier de ce passé, mais de dépasser ce passé. C'est un passé qui doit être qui est instructif, mais qui ne doit pas nous renfermer puisque nous avons la possibilité de dépasser cela. C'est ça. En faisant cela, en disant cela, cela ne veut pas dire qu'on est en conflit contre qui que ce soit, mais nous défendons les intérêts de notre continent. De même que nos partenaires, lorsqu'ils viennent nous voir, ils défendent les intérêts de leur continent également. Chacun défend ses intérêts. Cela ne veut pas dire qu'on est en conflit contre qui que ce soit, mais nous avons le moyen aujourd'hui de nous asseoir. Il y a une génération des dirigeants africains qui sont capables de se retrouver autour de la table pour dire quels sont les fondamentaux que nous pourrons définir, défendre
pour que l'Afrique soit au rendez-vous. Oui, alors, il y a que le débat est encore là, avec l'avènement des coups d'État en Afrique de l'Ouest. Pour la plupart, c'est des gouvernements de transition, que l'on soit au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso et tout récemment au Niger. Quelle appréciation faites-vous justement de cette épidémie? C'est un échec. De qui? C'est un échec des régimes autoritaires. C'est un échec des régimes qui ne savent pas qu'un mandat politique, c'est un contrat. Jamais un contrat à vie ou bien un contrat familial. Mais c'est un contrat. La population vous donne un mandat de 5 ans. S'il estime qu'il est approprié de le renouveler, il faut accepter. S'ils estiment que ce n'est plus approprié de vous faire confiance, il faut savoir partir. Le pouvoir n'appartient qu'au peuple. Vous voyez? Bon, donc les dirigeants... Souverain. Seul souverain. Et si vous refusez cette logique, il faut vous attendre à 2 choses. Soit un coup d'État ou bien un soulèvement populaire. C'est ça, au fait. C'est à partir de là que les coups d'État et le soulèvement populaire deviennent légitimes. Je ne suis pas là pour les terroriser, mais je suis là tout simplement pour expliquer les conséquences des situations politiques qui sont chaotiques. Et moi, je l'ai dit aussi chez moi aux Comores. Bon, puisque là, si vous avez Azali Assoumani qui aujourd'hui veut propulser son fils et que son fils dit que, écoutez, il faut me juger par rapport à ce que je suis capable de faire, non pas par rapport à mon lien de parenté avec Azali Assoumani. La plupart des jeunes comoriens disent, écoutez, dites-nous ce que vous avez fait, puisque votre seul mérite qui vous pousse aujourd'hui de prendre la parole et d'être suivi, c'est parce que vous êtes le fils d'Azali et que vous utilisez les moyens de l'État comorien. Vous voyez? Bon, donc, nous n'avons pas eu de chance, au fait. L'Afrique, jusqu'à maintenant, n'a pas eu de chance, puisque ceux qui ont eu à diriger la plupart de nos pays ne sont pas des gens qui ont mené un combat politique. Vous voyez? Ils ont été poussés au devant de la scène par des intérêts qui dépassent largement, qui ne sont pas ceux forcément de l'Afrique. Et à partir de là, dès lors qu'ils arrivent au pouvoir, bon, ils n'ont rien à cirer des milliers d'Africains qui périssent en Méditerranée. Ce n'est pas leur souci. Vous voyez? Ce ne sont pas des gens qui portent un idéal africain. Ils arrivent au pouvoir, ils vont gérer, devenir millionnaires, et puis servir ceux qui les ont propulsés à devenir des chefs d'État. Voire même accepter, comme l'avait dit un président, je pense que c'est l'ancien président de la Guinée-Conakry, qui avait dit, écoutez, moi je voulais partir, mais on m'a dit de ne pas partir, de changer la constitution. Vous voyez? Donc lorsqu'on lui dit qui, il dit, c'est l'ancienne puissance. Alors que s'il y a quelqu'un qui devait demander que la constitution soit changée, c'est le peuple guinéen, et non pas d'autres. Bon, donc on vit encore, et j'ose espérer, pas pour longtemps, avec cet état d'esprit. Donc ce qui me lie avec M. Ousmane Sonko et d'autres nouvelles générations d'Africains, ce que nous pensons qu'il est possible de dégager une nouvelle vision de l'Afrique sans être agressive, ni l'ennemi de nos potentiels partenaires, puisqu'il nous faut des partenaires, mais des partenaires qui ne viennent pas nous dire ce que nous devons faire pour l'Afrique. Nous savons ce qu'il faut pour nos populations. Nous savons quels sont leurs besoins. Nous savons comment, avec quels moyens, relever les défis de l'Afrique de demain. C'est ça ce qui lie cette génération des magistrats, c'est ça ce qui lie cette génération d'hommes politiques africains, et c'est ça aussi qui lie les Africains. Vous savez, quand je venais de l'aéroport, il y a un jeune Ivoirien. Écoutez bien, il y a des choses extraordinaires, les gens ne se rendent même pas compte. C'est un jeune Ivoirien qui est en France qui m'a appelé. Moi, je n'étais même pas au courant. Qui m'a dit, est-ce que vous savez ce qui se passe au Comores en ce moment? J'ai dit non, je ne suis pas au courant. Il m'a dit, écoutez, dans une île qui s'appelle Anjouan, il y a des barricades, il y a les militaires qui sont en train de tirer dans tous les sens. J'ai besoin d'éléments pour faire un poste. C'est un jeune Ivoirien. Ce qui se passe au Comores, c'est à 10 000, je ne sais pas, des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire. Il est concerné. Vous voyez? Il est concerné par rapport à ce qui se passe au Comores aujourd'hui. C'est lui qui m'a tenu au courant. Vous voyez, c'est ça le nouveau
visage de notre continent. Ce qui se passe au Sénégal, vous pensez que c'est au Sénégal notre... Non, ça ne vous appartient plus. Vous voyez, il y a des données qui nous appartiennent tous puisque nous avons un patrimoine commun. C'est cette fraternité, c'est cette solidarité. C'est cette... nous avons un patrimoine immatériel en Afrique. Nous devons valoriser cela. C'est le seul continent au monde qui peut donner l'espoir à l'humanité. Puisque nous nous identifions à travers des valeurs immatérielles que nos aînés, nos grands-parents nous ont léguées. Mais c'est à nous de travailler là-dessus pour justement apporter notre contribution à l'humanité. Et c'est ça le défi. Nous avons besoin pour l'Afrique des grandes écoles africaines, puisque nous avons des millions de jeunes Africains. Il faudrait les former pour qu'ils deviennent des élites de demain. Nous allons les former où? En Europe? Non, il faut qu'ils soient formés en Afrique, par des ingénieurs, par des savants africains, qui partent ailleurs pour enseigner, alors qu'ils peuvent rester en Afrique pour relever ce défi de l'éducation en Afrique. Nous avons besoin de nourrir des milliards d'Africains, pas des millions, hein, mais des milliards d'Africains. On va les nourrir comment? Nous avons besoin de circuler librement en Afrique. Ben, il faut s'asseoir autour de la table. Vous savez, ce ne sont pas les dirigeants qui sont au pouvoir seulement qui vont pouvoir apporter de solutions par rapport à ces défis de libre circulation en Afrique. J'ai lu récemment... Oui, c'est le mot de la fin. C'est pas que, oui, comme quoi la migration en Afrique est beaucoup plus importante que la migration des Africains vers l'Europe, vers l'Occident. Et ça, très peu de gens le disent. Et ça aussi, c'est notre défi, de voir comment l'Africain circule en Afrique. Comment faciliter cela. C'est important. C'est important. Ça, c'est le défi que nos organisations politiques, je ne parle pas de la société civile, des sociétés civiles qui font un travail mais extraordinaire, mais le travail qui est mené par les organisations de la société civile africaine, qui ont élevé le niveau de prise de conscience de l'Africain, doit être porté par des hommes politiques africains, par un discours politique. Nous devons, au fait, être porteurs d'une offre politique africaine pour rassurer la population, les populations, et rassurer aussi nos partenaires, puisqu'il nous faut des partenaires, mais que les partenaires soient aussi prennent conscience non seulement, mais prennent connaissance aussi. Nos partenaires prennent connaissance de notre offre politique pour l'Afrique. C'est à partir de là qu'on installe cette vision de responsabilité et de respectabilité. Et ça, avec indépendamment des problèmes internes et des défis proprement sénégalais, mais il y a des défis que Ousmane Sonko et son équipe relèveront, mais il y a aussi des défis africains. Vous voyez, ensemble, oui. C'est possible et immédiatement. Seul, c'est possible peut-être, mais difficile. Donc nous devons tous nous retrouver ensemble pour relever le défi de notre continent. Bon, mes prières, c'est que les enfants de ce grand pays qu'est le Sénégal et les grands savants, les grands dignitaires de ce pays se réveillent et se retrouvent pour rassembler les cœurs et les consciences pour que ce grand pays retrouve sa sérénité afin de pouvoir relever ces défis immédiats. Les enjeux d'un combat, mais les valeurs également à incarner pour relever des défis est terminé par des prières. Maître Larifou, merci. Ça a été un plaisir pour rappeler que vous faites partie du pool d'avocats qui défend Ousmane Sonko et certainement d'autres sujets pour encore une fois poursuivre le débat en cours dans une Afrique réunie face aux enjeux de l'heure. Merci beaucoup. Inch'Allah, merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Oui, vous avez raison. Et merci à l'équipe digitale, à la tête, à Aline Badre Sorcier. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.
taxaw sa kaw doon sa la pataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dak mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé